Été 2009 à Londres, au cœur de la City. Contrairement aux apparences, ces clowns en costume cravate ne sont pas des artistes, mais des activistes. La cible de leur happening inédit dans un univers ordinairement feutré, eh bien ce sont les banquiers. C'est vraiment des voleurs. Ils prennent votre argent, ils le prêtent et vous font payer des commissions pour emprunter votre argent. C'est un double scandale, vous savez. Ils prennent votre argent et ils vous le prêtent. C'est ça que font les banques. La City de Londres, eh ben, il faut vraiment s'en débarrasser. Vraiment. Hein. Bref, c'est la révolution à l'anglaise. Il faut dire que les Britanniques ont de quoi perdre leur sang-froid. L'année dernière, au bord de la faillite, les banques ont dû être sauvées à coups de milliards, provoquant une crise du crédit dont l'économie, ici comme ailleurs, a du mal à se remettre. Sur Fleet Street, même les tailleurs de luxe font des soldes. Shocking. Alors, en ce moment, les banquiers et leurs outrances sont quotidiennement dénoncés. Rien ne va plus dans la City. Je crois qu'on traite maintenant les banquiers encore plus mal que des terroristes. Comme des criminels, en fait. Mais je crois qu'on apprend de nos erreurs. Je pense que la nouvelle banque sera différente et plus positive. Sur 3 km² au bord de la Tamise, voici donc la City, la plus grande concentration de banques de la planète. Dans cet épicentre de la finance, plusieurs centaines de banques, dont la moitié est étrangère, voient transiter ici tous les jours pas moins de 530 milliards de dollars. À quelques rues du happening de tout à l'heure, dans le Guildhall, la salle de gala de la City, les voici justement, les ennemis publics du moment. Ces banquiers, on pourrait les imaginer rasant les murs, se remettant en question, prêts à se jeter dans la Tamise. Eh bien, si vous pensez ça, c'est que vous ne comprenez ni la City, ni la finance, et encore moins le flegme du banquier. My lords, ladies and gentlemen, luncheon is about to be served. Would you kindly take your places in Great Hall? This way, please. Le Guildhall est aujourd'hui le cadre de l'événement mondain de l'année. Une cérémonie que l'on surnomme les Oscars de la City, où tous les ans sont distingués les meilleurs banquiers de la place. Le jury, les plus grandes entreprises du monde. Alors, on s'y presse. Ça a été une grosse compétition. On espère avoir une récompense, mais peut-être pas dans les premières places. L'année dernière, il y a eu la crise du crédit. Est-ce que quelque chose est différent cette année par rapport aux années précédentes? Non, on est en train de se remettre de la crise du crédit et de tous les problèmes qu'elle a engendrés. Terminée la crise du crédit? Pour les banques en tout cas. Surprise, elles affichent pour la plupart d'excellents résultats et s'apprêtent à distribuer 15 milliards d'euros de bonus, soit par personne 500 000 euros en moyenne. Alors ici, les heureux lauréats sont plutôt à la fête. Is sustainability being sacrificed in this environment? Not yet. How about you? Same. But it's getting tougher, is it? Of course. It's a tough environment, but people, hey, look, people are still moving. We've never seen such growing interest on the subject since we started. We've been working respectively about 12, 13 years in the field. Very good. Congratulations to both of you. Many thanks. Les banquiers ne sont pas idiots.
Ils ont bien senti le vent du boulet. Mais il en faudrait bien plus pour casser le moral de Sir Brian, le banquier le plus respecté de la City, longtemps PDG de la vénérable Lloyds Bank. Comment sera le business après cette crise? Complètement différent de ce qu'il était avant la crise. Il y aura bien sûr des perdants dans ce jeu. Il y en a. Mais il y aura des gagnants. Et je crois que les plus forts en sortiront encore plus forts. Parce qu'il y a vraiment des opportunités énormes dans ce jeu si vous êtes les plus forts dans une industrie qui se restructure comme jamais. Les opportunités, pour ceux qui auront le courage de saisir ces nouvelles opportunités, sont gigantesques. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors, cyniques, immoraux les banquiers, déconnectés de l'économie tout juste bons à s'empiffrer? Peut-être. Mais alors, les banques ne servent-elles à rien? Et les banquiers ont-ils toujours été ainsi? Pour le savoir, il faut remonter le temps au bord de la Tamise. C'est ici, à Londres, qu'a été inventé le système bancaire moderne au XVIIe siècle. Et voici les premiers banquiers anglais, les ancêtres des Golden Boys de tout à l'heure. Ce sont à l'origine de simples orfèvres. Au début, ils travaillent dans ces échoppes, où des commerçants ou des gens fortunés leur confient leur or en dépôt pour le protéger ou pour le fondre. Les orfèvres ont alors l'idée de prêter cet argent à des tiers contre des taux d'intérêt. En somme, ils parient sur l'avenir. Si demain leurs clients sont plus riches, alors ça vaut la peine de leur prêter de l'argent. Quelques orfèvres fondent les premières banques qui existent encore, comme la Barclays ou la Lloyds. Dans un pub, ils se réunissent pour échanger les titres de créance, voire déjà spéculer sur leur remboursement. La finance anglaise est née. A priori, rien ne prédisposait les habitants de cette île, coupée du continent, à devenir de grands banquiers. Rien, sauf la géographie. Ce qui fait la société britannique dans son acceptation du système bancaire, c'est son acceptation de la mer. Parce qu'il n'y a pas de mer sans prêt. Hein. Vous devez faire un prêt, puisque le bateau s'en va loin, il revient. Donc il n'y a pas de commerce maritime, il n'y a pas de marine sans acceptation de l'argent qui circule et sans de banques qui prêtent pour que le bateau parte avec le risque qu'il ne revienne pas, qu'il y ait un naufrage, etc. Donc faire confiance, c'est une nécessité géographique en Angleterre. La confiance. Dès le début, c'est le mot-clé. Crédit ne vient-il pas du latin credere, croire? Le déposant doit faire confiance au banquier. Et le banquier doit faire confiance à celui qui emprunte. Il ne faudrait pas que le bateau coule, que le commerçant ne rembourse pas ou que la valeur de l'argent s'écroule. Pour cela, les banquiers ont besoin de stabilité, d'un État pour garantir le système et punir les mauvaises brebis. Mais que se passe-t-il quand on prête à l'État lui-même? C'est cela qui va tout changer. En 1694, le roi d'Angleterre fait la guerre à la France. Endetté, il a besoin de grosses sommes d'argent et se tourne vers les nouveaux banquiers. Le marché est énorme, mais prêter à un roi peut s'avérer dangereux. Plutôt que vous rembourser, il pourrait vous faire jeter au cachot. De l'autre côté de la Manche, en France, les financiers de Louis XIV en savent quelque chose. Ils se sont fait arnaquer plus d'une fois. La différence, c'est qu'ici, en Angleterre, le roi vient d'accorder un pouvoir étendu au Parlement. Avec la fin de la monarchie absolue, c'est le Parlement qui garantit le remboursement des emprunts royaux.
Ça permet au gouvernement britannique d'emprunter à de meilleures conditions, de trouver un marché sur lequel il peut émettre une dette publique à des conditions bien meilleures, par exemple, que le roi de France au même moment, qui dépend beaucoup plus de financiers à Paris ou de banquiers de protestants à Genève et ailleurs en Europe. Ça développe le sens de l'individualisme, de la responsabilité individuelle. Pour qu'un système commercial fonctionne, il est absolument crucial qu'il y ait un système légal et le droit à la propriété. Pour prêter à l'État, les anciens orfèvres créent une super banque capable de brasser des sommes considérables, la Banque d'Angleterre. Et celle-ci garantit que toutes les banques de la City ont assez de réserves pour rembourser les dépôts. Le fondement de la confiance dans le système bancaire, c'est donc, à l'origine en tout cas, la démocratie. Il y a une autre raison à l'essor de la City. Nous sommes 300 ans plus tard au pied des tours de verre de la Barclays et autres mastodontes. Sur cette péniche se trouve une église. Ce jour-là, quelques descendants des orfèvres profitent du déjeuner pour aller à la messe. Heavenly Father, we thank you for this glorious day and for the chance to meet around your word this lunchtime. We thank you for this letter of 1 Thessalonians, and we pray that you'd speak to us through it, that we'd hear your voice. Help us to put aside all the concerns of this morning and to listen to you as you speak to us. In Jesus' name, amen. Une messe express, 10 minutes montre en main, pour Golden Boy chrétien et pressé. On encourage les gens en tant que chrétiens à être de bons employés, à travailler dur. Vous savez, le message de la Bible est pour tout le monde. Pas que pour les pauvres, mais aussi pour les riches. Donc ce serait facile de dire, regardez ces banquiers, ils sont tellement cupides. C'est vrai, la Bible dit que la cupidité est mauvaise, et certainement la cupidité, au niveau collectif ou personnel, doit être combattue. Et c'est ce que Jésus aurait fait. Mais si vous me demandez quelle est notre opinion sur l'argent, notre idée fondamentale est que l'argent est une bonne chose. On ne considère pas l'argent comme une mauvaise chose. L'argent est un don de Dieu, quelque chose qu'on peut utiliser pour aider les autres, dans le sens de l'Évangile. Un discours étonnant? Pas tellement. Les Anglais sont anglicans, une branche du protestantisme qui valorise le travail, l'enrichissement et l'épargne. Bref, l'essence de la banque. Une différence de taille avec l'Europe catholique, où les banquiers sont mal vus par l'Église et où ils resteront longtemps des marginaux, souvent protestants ou juifs. La City, elle, attire la fine fleur de la société, des jeunes gens bien nés, issus des meilleures public schools. Ils vont faire de leur île le centre du monde. Pendant 2 siècles, au XVIIIe et XIXe, la City finance le commerce international. 2 fois plus pauvre que la France en 1700, l'Angleterre devient un empire. Au XIXe, elle représente le quart du commerce mondial.